Donc, chers collègues, nous débutons donc ce soir la séance concernant les motivations de vote. On va d'abord écouter M. Balthazar Sédou. Si nous ne sommes pas toujours en phase avec le gouvernement sur l'approche et les réponses apportées à certaines problématiques, nous nous accordons dans l'ensemble sur les objectifs. Nous sommes d'accord sur l'engagement de l'État dans l'accompagnement de nos entreprises et salariés, même si nous débattons de la façon dont il doit être inscrit au budget. Nous nous accordons sur la nécessité de majorer l'indice de traitement des agents du service public, même si nous interrogeons le gouvernement sur sa méthode en la matière, mais aussi et surtout sur son calcul, afin que les fonctionnaires ne perdent pas en pouvoir d'achat. Nous partageons pour l'essentiel la préoccupation concernant la gestion de nos déchets, même si l'historique de l'usine d'incinération nous a conduit à un vote quasi unanime contre le chapitre pour envoyer un signal clair sur le bilan que nous tirons de la gestion de ce dossier et notre volonté d'obtenir enfin des avancées concrètes sur cette question après tant d'années de perdu. Les échanges que nous avons eus avec le gouvernement dans le cadre de ce rectificatif me laissent espérer une meilleure prise en compte des attentes et des demandes des élus de la part du gouvernement, puisque nous avons la volonté commune de mettre en œuvre les meilleures solutions pour l'avenir du pays. Donc pour toutes ces raisons, je voterai en faveur de ce budget. Je vous remercie. J'ouvre donc bien évidemment le tour de parole. Alors Madame la vice-présidente. Notre Assemblée est le lieu privilégié des échanges entre nos deux institutions. Nous ne sommes pas toujours d'accord. Nos débats sont parfois animés, voire même contradictoires. Mais ce sont par ces échanges d'idées et de propositions que les solutions les meilleures et les plus équilibrées émergent. Durant nos récents débats budgétaires, j'ai parfois eu l'impression que nous avions du mal à nous comprendre. J'ai même parfois eu le sentiment de certaines crispations du gouvernement. Cela m'a rappelé des situations passées, antérieures à la crise Covid, dont les monégasques ne veulent plus. Depuis le début de cette pandémie, nous avons su travailler dans l'unité des institutions. C'est ainsi que nos relations doivent perdurer et les élus du Conseil national y sont fermement attachés. Nos séances publiques permettent aux monégasques et aux résidents, dont nous sommes le relais, d'être informés et de comprendre pourquoi et comment les décisions sont prises. Le Conseil national est pleinement dans son rôle lorsqu'il participe à sa juste place à l'amélioration des politiques publiques soumises à son vote au travers des chapitres budgétaires. Convaincu, Monsieur le ministre, que nos institutions sauront continuer à travailler dans cet esprit constructif et responsable qui les anime depuis maintenant plusieurs mois, je voterai en faveur de ce budget rectificatif. Je vous remercie. La parole est à présent à notre collègue Jacques Ritt pour ses explications de vote. Après ces débats, que dire de ce rectificatif 2021, sinon qu'avec une indéniable modestie, le fléau de la balance budgétaire s'incline très discrètement devant les effets de la crise sanitaire et affiche un déficit de 8,8 millions d'euros, soit 0,5% seulement de son montant global. Le fait essentiel, nous l'avons très largement évoqué à l'ouverture de ces séances, fut, pardonnez-moi cette expression peu orthodoxe, la rectification du budget rectificatif déposé devant le Conseil national le 30 juin dernier par le dépôt le 20 septembre d'un nouveau fascicule, celui sur la base duquel nous allons fonder nos votes ce soir. Les échanges qui ont eu lieu à propos de l'utilisation des comptes spéciaux du Trésor dans le cadre des aides Covid auront eu le mérite de clarifier les positions quelque peu divergentes du gouvernement et du Conseil national sur ce sujet. Il est certain que le conseiller national générique, comptable convaincu, mais souvent non expert, des deniers de l'État, a un peu de mal à suivre la trace des crédits qu'il a votés lorsque ces derniers transitent sur ses comptes qualifiés de spéciaux. Mis à l'épreuve par un contexte de crise extrême, nos institutions ont une fois encore démontré leur robustesse. Ce budget rectificatif que je m'apprête à voter en est le témoin. Merci. Nous commençons par M. Grinda. Je vais voter bien évidemment ce budget rectificatif puisque c'est un budget qui, nous l'espérons tous, représente une sortie de crise. Je rappellerai, ainsi que l'ont fait mes collègues, que le gouvernement, avec le Conseil national qui l'a accompagné parfois, a très bien géré les épreuves qui nous ont été imposées ces derniers mois, voire cette année, plus qu'une année d'ailleurs, comme le temps passe vite, et que donc il faut l'en louer. Néanmoins, je rappellerai dans ce propos de ce soir que j'ai dû m'exprimer contre plusieurs lignes budgétaires. La première, c'était le chapitre 9, investissement, à l'occasion, quand nous avons parlé du CHPSG,
pour lequel j'ai fustigé, 1, son retard, et 2, l'explosion de son budget qui est annoncée, nous le savons tous ici. J'ai voté également contre la ligne usine d'incinération, traitement des déchets, puisqu'effectivement, au privilège de l'âge, j'ai pu me rendre compte que nous avons fait quasiment du surplace depuis 10 ans sur ce sujet, mais je ne doute pas, Monsieur le ministre d'État, et vous, Madame, que vous mettiez tout en œuvre pour que ce surplace se transforme en sprint. Nous l'espérons et nous en avons besoin. Nous écoutons M. Daniel Boéry. Quand je regarde le monde, Monaco a fait face à cette situation depuis le mois de mars 2020 avec une grande maîtrise. Il fallait le faire. Bravo à tous. Cela m'invite évidemment à voter positivement le présent budget rectificatif ce soir. Toutefois, lorsque je regarde le dessous des chiffres, je suis inquiet. Je ne parle pas des lignes comptables, non. Je vois des arguments de notre âge pour anticiper l'avenir. Naturellement, on y trouve des allocations financières pour les uns et pour les autres, mais pas une vision pour l'attractivité du pays. On reste et on s'appuie sur les acquis. Il existe certes les transitions énergétiques et numériques, dont je salue la vitalité des actions. Alors, avant tout, merci aux entreprises et aux salariés qui ont, certes avec les aides de l'État, remis en ordre le pays en marche. L'État, c'était bien le minimum, y a largement contribué. Mais où est la vision du futur ? La parole est à présent à notre collègue Fabrice Notary. Après 62 réunions de la commission de législation pour voter un texte équilibré sur le blanchiment, permettant l'application de la 5e directive de manière modérée et adaptée au contexte monégasque, non seulement la publication des textes réglementaires d'application s'est faite attendre très longtemps, mais leur rédaction est allée au-delà des volontés du législateur, sans doute par peur de l'Europe et pour prouver que l'on lave plus blanc que blanc à Monaco, quitte à faire des exemples pour l'exemple. Triste pour notre souveraineté. Et pour les prérogatives du Conseil national, et sur ce dernier point, ce n'est malheureusement pas le seul cas récemment. Que devons-nous dire du pouvoir exagéré de certains financiers ? Que devons-nous dire de ces gens qui ont un pouvoir de vie ou de mort sur chacun de nous, tous ? Car que faire si vous n'avez pas un moyen de paiement, un compte en banque, une carte de crédit, du cash ? Du cash, le mot est lancé. Maintenant, dès que vous avez plus de 10 € dans votre poche, vous devenez suspect. Vous êtes un fraudeur, un criminel, quelle honte. On vous demande des justificatifs sans fin. Même si la sûreté publique que vous a déjà délivré un blanc-seing, ils se permettent de passer outre. Qui sont ces gens-là qui s'autorisent autant de pouvoir ? Que devient dans tout ça l'attractivité de Monaco ? Comment défendre nos spécificités ? Dans quelle ville d'environ 40 000 habitants trouvez-vous autant d'atouts ? Certes, l'image immédiate, ce sont les belles voitures, les yachts, les grands bals et fêtes, somptueux, ce papier glacé des magazines. Mais nous savons tous que ce n'est pas la réalité vraie. Il y a des gens qui travaillent, qui vivent ici, et justement parce que Monaco est unique. Alors ce soir, je ne voterai pas contre ce budget rectificatif. En ces temps de pandémie, où nous devons soutenir notre économie, et je salue les efforts qui ont été faits et qui ont permis de surmonter cette crise, mais je ne voterai pas pour à cause de cette situation de suspicion financière dans laquelle on nous met quotidiennement, trop souvent sans raison. Je m'abstiendrai par protestation pour soutenir les prérogatives du Conseil national et encourager le gouvernement à faire respecter la loi, notre souveraineté et nos spécificités pour conserver notre attractivité. Donc nous arrivons aux explications de vote de Madame Nathalie Amorati-Blanc, la présidente de la Commission des droits de la femme et de la famille. Alors que nous entamons la sortie de crise, il s'agit bien évidemment d'approuver les budgets nécessaires d'une part à l'accompagnement et au soutien des acteurs économiques de notre pays et d'autre part à la poursuite de la politique sanitaire liée à la Covid-19, avec notamment l'approvisionnement en vaccins pour les 3e injections. Il y a quelques mois, il était nécessaire que toute notre énergie soit consacrée à cette crise, avec comme priorité, bien évidemment, la protection de la population. Pour autant, depuis cet été, il est temps, et il faut en parallèle de la poursuite de la gestion de crise, se recentrer sur tous les autres dossiers qui concernent la principauté dans tous les domaines, à court, moyen et long terme. Alors aujourd'hui, j'ai l'impression que les sujets qui ont été mis de côté pendant la crise,
le sont, hélas, toujours. Il est temps de voir plus loin, de se servir de la crise que nous avons traversée comme d'un levier pour accélérer dans les choix et dans les prises de décision. En post-Covid, nous devons changer notre approche du temps. Usine de traitement des déchets, navettes maritimes, gratuité des bus, gestion des chantiers, qualité de vie, établissement pour nos aînés. Sur ces sujets et bien d'autres encore, il est temps d'agir bien, d'agir vite et avant tout, de décider. C'est parce que je suis consciente des enjeux actuels que je voterai en faveur de ce budget. Mais j'espère que les attentes des conseillères et des conseillers nationaux seront rapidement prises en compte pour qu'il en soit de même pour le budget primitif 2022. Je vous remercie. Je vais à présent mettre aux voix l'ensemble de la loi de budget en demandant tout d'abord à ceux qui sont d'avis d'approuver cette loi de bien vouloir lever la main. Donc sont pour voter en faveur de cette loi de budget messieurs Granda, Julien, Boéry, Van Claveren, Madame Dittelot, Mesdames Dittelot, Bertani, Messieurs Robineau, Mourou, Madame Amorati-Blanc, Monsieur Sédou, Madame Bocon-Pagès, Madame Grisoul, Messieurs Badia, Lobono, Bardi, Madame Gibelli, Monsieur Emmerich, Madame Fresco-Rolfo, Monsieur Jacquerit et moi-même, qui est d'avis de voter contre cette loi de budget. Pas d'avis contraire. Qui est d'avis de s'abstenir sur cette loi de budget. Messieurs Notari, Brézot et Rose s'abstiennent. La loi de budget rectificatif 2021 est donc adoptée par 20 voix pour et 3 abstentions. Je vous rappelle qu'une collègue est souffrante et ne participe pas au vote. Donc 20 voix pour et 3 abstentions.